Le gouvernement israélien a décidé cette semaine d'augmenter le budget de plus de 3 milliards de shekels. La presse financière israélienne s'en est effarouchée. Est-ce vraiment dramatique? Salut à tous, bienvenue. C'est l'occasion, comme chaque semaine, de retrouver Daniel Guggenheim, notre docteur en économie préféré. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer cette semaine par parler du budget qui est en hausse, 3 milliards supplémentaires. Alors, la presse n'est pas très contente de ça. Oui, effectivement, je me dirais même qu'elle a posé des cris d'orfraie pour ce rallonge budgétaire qui a été voté cette semaine par le gouvernement d'un peu plus de 3 milliards, 3,4 milliards de shekels. D'abord, il faut expliquer pourquoi il y a eu cette rallonge budgétaire, quelles étaient les raisons, les motifs, et c'est comme ça. Ils disent, voilà, il y a des gens qui sont maintenant dans le Nord qui peuvent pas être chez eux, et ça s'appelle les mefounim en hébreu. Et on avait pensé qu'en septembre, ça serait peut-être résolu le problème. Nous, on veut maintenant qu'on puisse leur donner de l'argent jusqu'en décembre. C'est louable comme intérêt. D'abord, ça permet à gens d'avoir 3 mois de perspective devant eux, de savoir qu'ils pourront avoir les logements qu'il faut, etc. Et c'est pas, je veux dire, c'est pas jeter de l'argent par la fenêtre, c'est quelque chose qui est normal. Et c'est parce que la guerre continue. Une deuxième raison qu'ils ont dit, nous, on a un problème par rapport aux milouim. Il y a des gens qui sont en milouim. Il faut bien les aider. Il faut aider les familles. C'est de l'argent qui est en plus. Et donc, ça aussi, on peut pas demander à des gens de faire l'effort de guerre et laisser la famille comme ça, point de vue économique. Troisième raison qu'ils donnent, ils disent, voilà, il y a depuis le 7 octobre, malheureusement, des gens qui ont été attaqués dans leur âme, dans point de vue psychologique, et aussi leur maison. Et tout ça, ça coûte cher. Et il faut continuer à pouvoir à vivre et à dédommager ces gens. Et donc ça, c'est les raisons pour lesquelles ces 3 milliards de shekels ont été ajoutés. Alors pourquoi la presse est tellement en colère? Ils ont dit, voilà, c'est une économie, tu ne sais pas gérer l'économie, on va être encore dégradé, ça augmente énormément le budget, le déficit budgétaire, etc. Alors, il faut remettre les choses en place. D'abord, combien est le budget? 585 milliards. 3 milliards de shekels en plus, c'est pas dramatique, d'accord? Maintenant, ce que la presse et ceux qui ont critiqué ça ont oublié de dire, c'est que les recettes de l'État ont énormément augmenté par rapport à l'année dernière. Je dirais, par exemple, un chiffre, juin 2024 par rapport à juin 2023, plus 12% de recettes. Donc, et c'est dû à quoi? C'est dû aussi à cette politique qui a été menée par Stotris, et dont plusieurs fois j'ai dit ici, qui est une bonne politique, ce qu'on appelle keynésienne, c'est-à-dire on injecte de l'argent dans l'économie pour pouvoir permettre la croissance, pour pouvoir permettre la résilience pendant les dates de guerre. C'est comme ce qu'il a fait l'Amérique après 1929. Lui, au contraire, Smotrich était libéral. Il voulait, au contraire, quand il est venu au ministère des Finances, il voulait beaucoup moins injecter d'argent. Mais il s'est adapté par rapport à ce qui s'est fait. Donc, je trouve que c'est tout à fait normal qu'il ait fait ça. Maintenant, point de vue du déficit budgétaire, le ministère des Finances a dit, nous, on compte toujours jusqu'aux 6% qu'on a dit. C'est vrai que l'année dernière, on était à 3%. Je parle avant la guerre, d'accord? Maintenant, on le savait, ces 6%. On n'aura pas vraiment de dépassement parce que, justement, il y a plus de recettes de l'État du fait de notre politique à nous. Et donc, ça compense une partie du déficit qu'on avait. Et en plus, et ça, tous les économistes sont d'accord qu'à partir du 4e trimestre, la déficit budgétaire va recommencer à rediminuer. Donc, on est à un pic jusqu'à fin août. Et même, malgré cette augmentation, j'ai parlé des 3 milliards, donc ils sont pas pessimistes. Et je voudrais dire à la presse financière israélienne qui s'est effarouchée, comme je l'ai dit, qu'elle a qu'à regarder combien sont maintenant négociées les obligations d'Israël à 10 ans, les obligations d'État. Là, on voit si les marchés financiers dans le monde entier, puisqu'ils sont là-bas échangés, ont confiance ou pas en Israël. C'est d'ailleurs pour tous les pays, ça, la base. Or, il y a quelques semaines, elle s'est échangée à 5,2%, c'est-à-dire que ça avait remonté beaucoup la rentabilité, c'est-à-dire qu'Israël était moins apprécié. On est repassé à 4,77%, malgré tous les événements sécuritaires qu'on a eus. Donc, ça veut dire que le marché financier international est toujours confiant à l'économie israélienne. Bien sûr, ils disent que comme ils ont toujours dit, s'il y a
malheureusement la guerre qui s'étend, etc., devient régionale. Tout le monde l'a dit. Mais maintenant, vu ce qu'ils voient, il n'y a pas de dégradation. Et donc, je voudrais ici calmer les esprits voilà. Et les journalistes économiques. Ok. Alors à présent, on assiste à la remontada de l'euro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'euro monte, augmente. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps ou est-ce que c'est simplement quelque chose de temporaire, Daniel? Alors, je sais que vous n'êtes pas devin, mais il y a quelques éléments quand même pour nous aider à y voir plus clair. Tout à fait. C'est le mystère actuel dans des économistes de façon internationale. J'ai entendu Marc Toiti en parler et d'autres personnes. Comment ça se fait que l'euro remonte tellement alors que la situation économique en Europe n'est pas bonne? Il y a récession dans la plupart des pays, même en Allemagne, qui était un pays locomotive, et la France, c'est pas la peine de parler. Tout le monde qui regarde un peu les informations en France sur ce qui se passe, je voudrais pas, quelle que soit la chaîne, le mot chaos économique et politique revient souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, comme d'habitude, je dis aux gens d'être factuels. Est-ce que c'est vrai que l'euro remonte comme c'est marqué maintenant comme les titres de la presse? Alors, on regarde par rapport au dollar, c'est vrai. Il est maintenant à presque 1,12 contre le dollar, alors qu'il y a quelques temps, il était 1,6, 1,7. C'est une grande remontée. Et c'est d'ailleurs un record dans les 12 derniers mois. C'est vrai que c'est par rapport au dollar, oui. Mais est-ce que c'est vrai par rapport à toutes les autres monnaies? Et puis si on commence à regarder, on voit que non. On voit qu'en fait que l'euro par rapport au yen japonais qui a énormément augmenté, par rapport au dollar australien, par rapport à la livre sterling, eh ben, elle n'est pas du tout brillante. Elle est stable. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est le dollar qui baisse. C'est pas l'euro qui remonte tellement. Je veux dire, par rapport au shekel, par exemple, c'est vrai que le shekel, ce qui nous intéresse, a aussi profité de la baisse du dollar, puisque malgré la situation sécuritaire où nous sommes, il est maintenant revenu autour des 3,65, 3,70, après avoir été près à 3,80. Et ça l'a aidé. Et le fait qu'il y ait un peu de détente, et le fait que le dollar ait baissé, l'a aidé. Et pour Israël, bien entendu, sur le shekel est vu par rapport au dollar plus que l'euro, puisque toutes nos importations sont en dollars. Il faut le savoir comme dans le monde entier. Maintenant, par rapport l'euro, par rapport au shekel, les 4 shekels 10 à peu près en ce moment, c'est vrai que c'est un peu plus que d'habitude, mais c'est pas encore, c'est dû encore au fait que le shekel aussi a été un peu bataillé dans les derniers temps. Donc, je dirais quoi? Qu'en fait, si on regarde, à mon avis, c'est pas tellement l'euro qui augmente tellement, c'est surtout le dollar qui baisse. Et la question de savoir pourquoi est-ce que le dollar baisse, parce que pour la première fois, il l'a dit de façon claire, le directeur de la Fed a dit que au mois de septembre, il va baisser le taux d'intérêt. Et bien que la Banque centrale européenne devrait le faire aussi, et que ça restera toujours que c'est plus intéressant de placer en dollars qu'en euros, alors les gens commencent à dire, il y a eu aussi le yen qui a maintenant un peu remonté ce taux d'intérêt. Et alors beaucoup de gens, par exemple, qui avaient du yen, ont vendu pour acheter, ont vendu du dollar pour acheter du yen parce que le yen c'est un peu apprécié parce que les taux d'intérêt ont un peu augmenté. Tout ça a joué. Mais donc il y a aussi autre chose qui, à mon avis, la chose suivante. Et ça, c'est ma thèse. Toujours, je dis, on pas mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà. Il y a des élections américaines au mois d'octobre ou novembre si je me trompe pas. Et à mon avis, la Fed est très contente de voir que le dollar se baisse un petit peu. Pourquoi? Ça va booster les exportations en Amérique. Et ce que les gens regardent, s'ils sont contents juste avant les élections, c'est de savoir s'ils ont du travail et s'ils peuvent bien exporter. Et donc, à mon avis, bien que jusqu'à maintenant, la Fed ne s'était jamais, intervenue dans les élections, elle est très contente d'avoir pu faire que cette baisse ait lieu à ce moment-là, de baisser un peu le dollar maintenant et de ça revigorera, d'après, je pense qu'ils pensent, la croissance américaine et le nombre des offres d'emploi. Voilà, donc vous savez tout sur le mystère de cette augmentation, entre guillemets, de l'euro. On passe à un autre sujet complètement différent, mais qui nous intéresse au plus haut point, surtout les citoyens de Tel Aviv et ceux qui aiment se rendre dans la ville blanche. C'est le tram à Tel Aviv. 1 an d'exploitation, c'est le moment de faire le bilan économique de de ce transport qui a métamorphosé la ville, il faut bien le dire.
Tout à fait. À l'anniversaire, donc des 1 an de l'exploitation de ce tram dont vous venez de parler, 2 applications, je ne pense pas faire de la pub, mais ils sont connus, Pango et Movit, ont décidé de faire un sondage auprès des gens et de faire une étude pour voir si ça a été un succès ou pas, ce tram. Ils sont intéressés puisque les gens payent par de leur façon à eux. Alors, d'abord, il faut rappeler 2-3 choses. D'abord, c'est pour l'instant ce qui marche, on appelle la ligne rouge. Elle a 24 kilomètres. Elle fait 5 villes qui sont importantes et elle a 34 stations, d'accord? Et elle donc dessert des millions d'habitants. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport aux prévisions? Les gens avaient pensé que ceux qui voyagent sur la route de ces 5 villes-là, pour aller d'un endroit à l'autre, à 70% prendraient le tram. Et là, ça a été une déception. Ce n'est que 50% qui prennent le tram. Et la plus grande déception, c'est qu'on n'a pas réussi à enlever des Israéliens l'habitude de prendre les voitures, puisque plus de 80% prennent des voitures. On comprend, Daniel, parce que pour que ça fonctionne, il faut que ce soit facile d'aller au tram et facile quand on sort du tram d'aller ailleurs. Sinon, ça tient pas. Oui, c'est formidable. C'est exactement ce qui a été dit. Ce qui a été dit par à la fin de cette étude par le président le manca PDG du tram et de ceux qui ont fait les mots que vous venez de dire, en hébreu, negishut, et d'être aussi agréable et d'être attirant, c'est ça qu'ils ont dit que c'est ça qui fera que le tram plus tard pourra remplacer vraiment la voiture. Ils disent que le trajet général moyen des gens est de 12 minutes et demie qu'ils prennent en moyenne, donc c'est pas énorme, quoi. Et à votre avis, quelles sont les heures où c'est le plus fréquenté? Bon, j'imagine le matin. 8-9 heures et l'après-midi 17-18 heures. Ça vous étonnera pas. Et alors, dernière devinette, quelles sont les 2 stations qui sont les plus appréciées ou que les gens aiment le plus descendre? Arlozorov, je sais pas. Non, ils disent Yehuda et Allenby. C'est normal puisque c'est là-bas, je suppose qu'il y a les commerces et des choses comme ça et que la station est bien faite. Et il faut noter que le grand problème, c'est que seulement la moitié est souterrain. Et donc, ça fait que, à mon avis, les gens pensaient aussi que ça irait plus vite. Ça veut dire, il y a aussi, et eux, à la différence de Jérusalem, où vraiment, quand on prend le tram, vous remarquez, on peut aller très vite. Là-bas, ça va moins vite. À mon avis, ça énerve les impatients, ça, c'est clair. Alors, on va terminer avec l'énergie verte. C'est un sujet très important, ô combien, et d'ailleurs Google ne s'y est pas trompé puisqu'il a décidé d'investir dans l'énergie verte $1 milliard. C'est fou. Oui. Et dans l'énergie verte israélienne, bien évidemment. C'est ça que je voulais dire. Ben oui. Comme d'habitude, j'aime bien terminer ça par une bonne nouvelle et surtout montrer que toujours la technologie israélienne, la haute technologie attire les investisseurs étrangers. Et je voudrais dire la chose suivante. Donc Google, comme vous avez dit, a investi $1,5 milliard dans la société qui s'appelle Energix. Energix est une société israélienne, comme on l'a dit, qui fait de l'énergie, qui produit et qui aussi arrive à l'emmagasiner à partir du soleil. C'est-à-dire tout ce qu'on connaît, les plateaux voltaïques, etc. Et donc, maintenant, Google a dit, je te choisis toi. Déjà, tu es présent aux États-Unis. Déjà, cette société-là dont je parle fait 680 mégas, ce qui est pas mal de consommation, de production d'électricité aux États-Unis, d'Amérique du Nord à Virginie, etc. Mais elle a dit, moi, je veux t'acheter jusqu'à 2030 par an pour $150 millions d'électricité que tu vas produire pour moi. Et je vais avoir de plus en plus besoin d'électricité parce que l'intelligence artificielle demande beaucoup plus d'électricité que jusqu'à maintenant. Cette révolution-là va demander la demande d'électricité. Et c'est toi que je choisis, toi Energix, pour être le fer de lance à ce sujet-là. Donc c'est formidable. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est une société israélienne qui va être le moteur d'une partie de la révolution de l'intelligence artificielle en fournissant de l'électricité pas chère. Extraordinaire. Franchement, on pouvait pas mieux terminer cette revue de la presse économique. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces nouvelles, Daniel. Et on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.